Bonjour à vous. Imaginez un monde où, pour expliquer un orage, une maladie ou la naissance de l'univers, on raconte d'abord l'histoire de dieux qui se disputent, se vengent ou interviennent selon leur humeur. C'est dans ce contexte, il y a plus de 2500 ans, que surgit dans les cités grecques d'Asie mineure une question fondatrice, à la fois simple et vertigineuse. De quoi le monde est-il fait et d'où vient tout ce qui existe ? Cette question, les tout premiers philosophes grecs, que l'on appellera plus tard présocratiques, vont l'aborder d'une manière totalement inédite. Sans rompre entièrement avec les images, le langage ou les thèmes hérités du mythe, ils cherchent de plus en plus à formuler des principes généraux, naturels et discutables. Ils ne veulent plus seulement raconter l'origine du monde, ils veulent en proposer une explication cohérente. Certains d'entre eux vont rechercher ce qu'ils appelaient l'arché, un terme que l'on peut traduire par commencement, fondement ou principe premier de toute chose. Et ils vont se demander quel est le principe à partir duquel le monde peut-il être compris ? Existe-t-il une unité derrière la diversité des choses ? Cette recherche de l'arché constitue un jalon décisif dans l'histoire des idées. Pourquoi ? Parce qu'elle traduit une rupture radicale avec la pensée mythique. Au lieu de multiplier les causes particulières, les philosophes présocratiques tentent de découvrir un principe commun qui explique la totalité du réel. L'arché, ce n'est pas seulement une origine dans le temps, c'est aussi ce qui fonde, ce qui explique et ce qui organise les choses. Et cette recherche est déjà profondément philosophique, car elle invite à penser le réel dans son ensemble, à en chercher la cohérence. Quand on évoque les présocratiques, il faut d'emblée préciser que ce terme ne désigne pas une école unifiée, ni même seulement des philosophes ayant vécu nécessairement avant Socrate. Certains lui sont en effet contemporains. L'appellation présocratique désigne plutôt les penseurs des 6e et 5e siècles avant notre ère, qui se sont interrogés sur la nature, le changement, l'être, la connaissance et l'ordre du monde, avant que Socrate ne place au centre de la philosophie les questions morales et politiques. Dans la mesure où il cherchait à comprendre la nature, physis en grec, on les a également appelés physiologues, non pas au sens moderne de spécialistes du corps humain, mais au sens littéral de penseurs de la nature. Pourquoi ces philosophes sont-ils si importants ? Tout simplement parce qu'ils inaugurent une nouvelle manière de penser. Au lieu de seulement raconter l'origine du monde, ils veulent en donner une explication rationnelle, discutable, fondée sur des principes. Thalès de Milet est traditionnellement considéré comme l'un des premiers représentants de cette pensée. Fondateur de la première école philosophique, Thalès affirme que le principe de toute chose est l'eau. Tout procède de l'eau et tout y retourne. Aujourd'hui, cette idée peut nous sembler un peu saugrenue, mais l'essentiel n'est pas là, et ce qui compte ici, c'est moins la réponse fournie que la démarche utilisée. Pour la première fois, on cherche une cause naturelle et unique derrière la diversité du réel, on tente d'expliquer le monde par une cause matérielle, immanente, accessible à la raison humaine. Un de ses élèves, Anaximandre, va plus loin. Il remarque qu'aucun élément matériel, comme l'eau, ne peut expliquer à lui seul l'existence de son contraire. Comment le sec pourrait-il en effet venir de l'humide ? Il propose alors comme arché l'apeiron, un terme qui peut se traduire par l'illimité, l'indéfini. L'apeiron serait une substance éternelle, sans forme déterminée, dont naissent les contraires. Anaximandre introduit ainsi une idée très forte. Ce qui explique le monde visible n'est pas forcément lui-même visible ni immédiatement identifiable à une substance concrète. Ensuite, Anaximène choisit l'air comme principe premier. Par raréfaction, l'air deviendrait feu, par condensation, il deviendrait vent, nuage, eau, terre, pierre. Là encore, bien sûr, son modèle est scientifiquement dépassé, mais sa démarche annonce déjà l'idée que des transformations quantitatives, comme la densité, peuvent produire des réalités qualitativement différentes.
Peu à peu, la réflexion ne porte plus seulement sur la recherche d'une substance originaire. Elle concerne aussi le changement, l'être, l'ordre du monde et les conditions de la connaissance. Héraclite, par exemple, place ainsi au centre de sa pensée le devenir, le conflit des contraires et le mouvement. On lui attribue cette formule célèbre : on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. En effet, si le fleuve reste apparemment le même, son eau s'écoule continuellement et on ne se baigne donc jamais dans la même eau. Pour Héraclite, les oppositions ne sont pas de simples contradictions, elles font partie d'un ordre commun. Le jour n'existe qu'avec la nuit, la vie avec la mort, la paix avec la guerre. Le monde est tension et transformation, mais il n'est pas pour autant un chaos, puisqu'il est ordonné, selon Héraclite, par le logos, c'est-à-dire une raison ou une loi commune que les êtres humains doivent apprendre à reconnaître. À l'opposé, Parménide affirme que le changement, tel que nous le percevons, est impossible à penser rationnellement. Son raisonnement est radical, puisqu'il aurait affirmé que l'être est, tandis que le non-être n'est pas. Rien ne peut venir du non-être, ni y retourner. Quant à l'être, il est un, éternel, immobile et indivisible. Les sens nous montrent la naissance, la mort et le mouvement, mais selon Parménide, seule la raison peut atteindre la vérité de l'être, au-delà des apparences trompeuses. L'opposition entre Héraclite et Parménide conduit ainsi à une question philosophique décisive. Faut-il faire confiance à l'expérience qui montre le changement ou plutôt à la raison qui semble exiger la permanence ? Toute une partie de la pensée grecque essayera de répondre à cette tension. Certains philosophes cherchent alors des compromis. Empédocle affirme qu'il existerait 4 racines éternelles, la terre, l'eau, l'air et le feu, qui se mélangent et se séparent sous l'action de 2 forces cosmiques, l'amour et la haine. Le changement devient alors pensable sans devoir supposer qu'une chose surgisse du néant ou y retourne. Anaxagore propose une autre solution. Il pense que chaque objet dans l'univers contient une infime partie de toutes les autres choses qui existent. Au tout début, l'univers était un immense mélange chaotique où tout était confondu, et c'est une puissance ordonnatrice, le nous, que l'on peut traduire par esprit ou intelligence, qui a mis le monde en mouvement et lui donne sa cohérence. Avec Pythagore, le problème se déplace encore. Il ne s'agit plus seulement de chercher un élément matériel, mais aussi de comprendre les structures abstraites qui organisent le réel. Les nombres, les proportions et les harmonies, notamment musicales, révèlent une rationalité cachée dans la nature. Cette approche ouvre une voie nouvelle. Le monde ne se comprend pas seulement par la matière qui le compose, mais aussi par les rapports abstraits et les lois qui organisent le sensible. Enfin, Leucippe et Démocrite proposent une idée étonnamment moderne dans son ambition. Toute réalité est composée d'atomes, c'est-à-dire de particules éternelles et indivisibles qui se déplacent dans le vide. Les objets changent non parce qu'une substance apparaît ou disparaît, mais parce que les atomes se combinent puis se séparent. Leur théorie n'est pas celle de la physique actuelle, bien sûr, mais elle introduit une explication matérialiste et mécaniste du monde. Les phénomènes peuvent être compris à partir des mouvements, des rencontres et des assemblages de particules, sans faire intervenir une intention divine. Les philosophes que l'on qualifie de présocratiques ne se réduisent pas aux 10 penseurs que je viens d'évoquer, et comme on a pu le voir, ces philosophes ne défendent pas tous une même doctrine, ni même une seule et même conception de l'arché. Certains observent la nature et y cherchent une substance première, d'autres réfléchissent plutôt au devenir, à l'être, à l'ordre du monde ou aux conditions de la connaissance. Mais ce qui est fondamental, c'est que tous ces philosophes partagent une même exigence: expliquer rationnellement la totalité du réel. En ce sens, les présocratiques jouent un rôle fondamental dans l'histoire de la philosophie. Ils contribuent à installer durablement une manière nouvelle de penser.
On cherche à expliquer rationnellement, on formule des principes, on invente la philosophie comme questionnement radical. Et si leur démarche nous parle encore aujourd'hui, c'est parce qu'ils nous apprennent à ne pas nous satisfaire des apparences. Ils nous invitent à remonter aux causes, à chercher l'ordre derrière le désordre apparent, l'unité derrière la diversité. La notion d'arché, c'est l'exigence de comprendre ce qui fonde, ce qui commence, ce qui explique. Mais c'est aussi l'audace de penser que la raison humaine peut, par elle-même, accéder à la connaissance. En conclusion, redécouvrir les présocratiques, c'est revenir à la source même du geste philosophique, oser interroger le réel dans son ensemble et refuser les réponses toutes faites. Ces philosophes n'étaient pas des scientifiques au sens moderne du terme, ils n'ont pas trouvé la bonne réponse sur l'origine de l'univers et des choses. Mais ils ont inventé quelque chose de plus durable, l'exigence de justifier ces réponses. Ils nous ont appris à nous demander non seulement ce que l'on croit, mais surtout pourquoi on le croit. Entre le fleuve d'Héraclite, l'être immobile de Parménide, les nombres de Pythagore et les atomes de Démocrite, une même aventure commence, celle d'une pensée qui ose regarder le réel et dire « ce monde n'est plus seulement à raconter, il est aussi à comprendre ».